Madame, Monsieur, bonsoir. Madame, Monsieur, bonjour. C'est selon votre position géographique sur la planète Terre et merci de prendre ce rendez-vous des sports sur Madame Actu. Eh bien, mission sportive qui nous permettra désormais de décrypter l'actualité sportive au Bénin, en Afrique et au-delà des frontières africaines. Défileront sur ce plateau des connaisseurs, des journalistes, reporters sportifs et bien d'autres amoureux des disciplines sportives qui seront décortiqués donc au cours de cette émission. Nous avons donc 26 minutes pour véritablement nous appesantir sur la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football que le royaume chérifien s'honore d'organiser avec les Béninois qui se sont difficilement qualifiés pour les huitièmes de finale de la compétition. Huitièmes de finale qui disputeront face à l'Égypte. Mais avant de nous appesantir véritablement sur cette explication qui va opposer les pharaons d'Égypte aux guépards béninois, nous allons évaluer donc la première partie de cette Coupe d'Afrique des Nations de football, c'est-à-dire les matchs en poule qui se sont déroulés et qui ont permis aux Béninois de battre difficilement le Botswana par le score de 1-0. Sur ce plateau, un autre connaisseur, mon jeune confrère Moucharafou Soumanou, et que j'ai pris donc véritablement en compte et qui est sur ce plateau. Ça n'a pas été facile de l'avoir. C'est vrai qu'il m'a glissé des mains lors de la dernière Tabaski, mais nous célébrerons notre Tabaski dans cette émission très très prochainement. Moucharafou Soumanou, c'est un plaisir de vous avoir dans cette émission. Bonsoir. Bonsoir Moudé Saniwanou, bonsoir à tous nos amis internautes de Madame Actu. Plaisir partagé. C'est toujours une fierté de parler football, parler sport, surtout aux côtés des doyens et à l'orée d'une canne, en pleine canne, quoi de mieux? N'est-ce pas? Bien évidemment. Alors, on sait que les Béninois ont eu des comportements en dents de scie lors de ce premier tour de la compétition. Vous avez suivi les Béninois d'entrée de jeu face à la République démocratique du Congo, 1-0. Et les Béninois qu'on attendait donc face au Botswana, ils ont réagi comme cela se doit, puisque l'expérience leur a permis véritablement de marquer l'unique but de la partie. Mais face au Sénégal, c'était donc un score fleuve, 3-0 au profit des Lions de la Teranga, même si, entre-temps, ces Lions de la Teranga ne nous ont pas montré grand-chose dans cette explication. Alors, vous, comment voyez-vous le niveau de cette formation? Et au regard du premier tour, est-ce qu'on peut compter sur les poulains de guerre notre or? Moulay Saniwanou, déjà, vous me permettez de faire un petit brainstorming sur les 3 matchs de la phase de groupe. Nous sommes entrés de plein pied dans cette compétition avec une défaite, je ne dirais pas honorable comme certains l'ont souvent crié dans cette République, non, mais plutôt une défaite qui nous a mis dans une position de réaction. Oui, et donc la réaction a véritablement été observée 3 jours plus tard face au Botswana, où Yohan Roche inscrivait l'unique but de la compétition qui nous permet de finir avec ce passé entre griffes, je vais dire malheureux, nous permettant dans la suite d'avoir notre tout premier succès en phase finale de Coupe d'Afrique des Nations après 16 matchs. Et donc, c'était bien cette victoire contre le Botswana. Il la fallait, on l'a obtenue. Maintenant, face au Sénégal, en toute honnêteté, la marche était un peu trop haute. Il y a eu ce qu'on peut dire en termes de tactique, en termes de craquage de nos joueurs, puisque les 30 premières minutes, on a tenu 35 et même jusqu'à la 38e minute où on concède ce but sur coup de pied arrêté sur un joli ballon déposé de Crépin Diatta sur la tête de Abdoulaye Seck. Et donc, il faut dire que le Bénin a en tout cas ses chances. Maintenant, il va falloir élever très fort le niveau puisqu'on joue les pharaons d'Égypte, la référence dans cette compétition. Est-ce que le Sénégal vous a convaincu par rapport donc aux 3 buts que ces Sénégalais ont marqués? Puisque personnellement, je n'étais pas sidéré par ces 3 buts-là. Les Béninois auraient pu empêcher ces 3 buts d'aller donc mourir au fond des filets. Mais malheureusement, au dernier coup de sifflet de l'arbitre de la partie, tout le monde a constaté que le marqueur électronique de ce stade de Tanger avait affiché 3 pour le Sénégal, 0 pour le Bénin. Vous le dites si bien, Moulay Saniwanou, parce que vous savez, ces dernières années, on a eu à jouer le Sénégal et l'expérience, ou du moins l'histoire, a donné raison au Bénin qui n'a jamais été ridicule. Parce que je me rappelle également, il n'y a pas longtemps, d'un match amical joué du côté de Amiens où on s'en était sorti avec une défaite 1-0, match dans lequel Steve Mounier a raté un penalty et qui a vu le Bénin dominer grandement. Après ce même Sénégal, on a pu faire un match nul contre eux ici il y a quelques années avec un but de Rachid Mouni. Maintenant, dans le contenu de ce 3e match de groupe où vous le rappeliez, nous avons coulé un tout petit peu. C'est des buts qui sont venus pas sur des faits de jeu de grande domination des Lions de la Teranga. Non, je le disais, le tout premier but est venu sur coup de pied arrêté. Crépin Diatta qui centre
un joli ballon sur la tête d'Abdoulaye Seck. Après, il y a ce deuxième but où notre latéral droit, bon joueur, Tougourou Tamimou, qui a fait un très grand match, mais sur cette action, a manqué un peu d'expérience, a manqué de lucidité et se fait chipper le ballon par Sadio Mané qui va offrir ce caviar à son joueur qui marque le deuxième but. Le troisième but est venu sur penalty avec une faute de jeunesse, une erreur de jeunesse de Rachid Mouni, le nouvel entrant. Et donc, le Sénégal a dominé dans la possession. Le Sénégal, avec ses superstars, a réussi à l'emporter, mais le Sénégal n'a pas véritablement montré un visage d'ogre comme certains le pensaient et le penseraient en vendant la peau du Bénin facilement. N'est-ce pas? Vendre la peau du Bénin facilement, ça va être un peu compliqué puisque les poulains de Guernodror eux-mêmes ne sont pas venus sur le grand rectangle en victime expiatoire. Dans cette explication, ils se sont véritablement battus, mais c'est au niveau du bastion offensif, à mon avis, de cette formation que se posent de grands problèmes. Je n'ai pas vu Steve Mounier, que nous avons connu véritablement grand baroudeur, quelqu'un capable de faire la différence, de récupérer une balle de la tête et de la catapulter au fond des filets. Il a manqué donc un véritable meneur de jeu. Je l'avais déjà dit, s'il y avait un certain Mouritala ou Goubilly au sein de cette formation béninoise capable donc, de garder la balle au pied et véritablement rentrer dans la surface de réparation, on aurait donc peut-être fait quelque chose dans cette explication. Est-ce que vous pensez que ce bastion offensif a joué véritablement le rôle qui lui était dévolu dans cette explication face au Lion de la Teranga? C'est un secret de polichinelle, on le rappelle tout le temps. Aujourd'hui, le fait d'aligner 3 milieux à vocation défensive, ça ne permet pas à notre football de se propulser de l'avant, de créer des occasions. Et même quand on a des attaquants qui vont vite, notamment Junior là étant sur le couloir gauche et également Toussaint Ayegou, ça manque un meneur de jeu, un créateur pour distiller des ballons qui peuvent casser des lignes. Et donc, on a très tôt fait de le rappeler à Guernodror, mais qui reste toujours focus, confiant en son système en alliant Dodo Doku, Hassan Imran et Cessi Dalmeida. C'est vrai, dans le match précédent face au Sénégal, Cessi Dalmeida n'a pas joué. Il était absent. Il était absent pour, bien évidemment, petite blessure, pépin physique. Il y a eu Samadou Atidjikou qui l'a remplacé. Oui. Samadou Atidjikou qui est aussi un profil un peu défensif. Il y a sur le banc, à mon humble avis, des joueurs qui peuvent garder le ballon, des meneurs de jeu, qui peuvent constituer ce métronome-là de ce compartiment de terrain pour nous permettre de nous propulser en avant. Ça a manqué, mais ce n'est pas bien grave. On a eu aussi une réaction béninoise en seconde partie avec l'entrée de Rodolfo Aloko qui s'est retrouvé face à face avec le gardien, mais qui n'a pas su prendre le dessus sur le gardien sénégalais de Edouard Mendy. Et donc, il faut dire que le Bénin n'a pas été ridicule. Le Bénin a montré ses capacités, mais cela n'a pas été suffisant. Il faut maintenant travailler sur ce qui n'a pas marché pour essayer d'aller un peu plus loin dans cette compétition. En bon connaisseur, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent véritablement dans les milieux sportifs au Bénin, au-delà des frontières béninoises, que le Bénin n'a pas le niveau qu'il faut pour aller dans cette compétition, dans cette phase finale de Coupe d'Afrique des Nations de football? Non mais attention, le niveau, il ne s'acquiert pas en restant à la maison. Je vais tout simplement leur dire qu'il faut arrêter ces suggestions, ces déclarations, ces affirmations. Non, le niveau, ça s'acquiert en y allant au front. Le niveau, ça s'acquiert en travaillant, en se mesurant au plus grand. Et c'est ainsi, bien évidemment, qu'après les avoir titillés, on équilibre les débats au niveau de la compétence, au niveau des valeurs, au niveau des talents, pour pouvoir, bien évidemment, prétendre aussi à des titres de champion, à des titres, pourquoi pas, de vice-champion et même à des honneurs louables. Il faut renvoyer certains joueurs de cette équipe nationale du Bénin. D'autres ont laissé entendre. Est-ce que vous partagez la même assertion que ces amoureux du ballon rond qui, véritablement, ne sont, eux, préoccupés que par des victoires dans des matchs de football? Déjà, il faut que les Béninois savent. Tout Béninois, tout amoureux de football doit savoir qu'il y a 3 résultats pour un match de football. Il y a une victoire, il y a une défaite et un match nul. Et donc, il faut avoir l'humilité, il faut avoir la tolérance nécessaire pour pouvoir faire face à l'un de ces 3 résultats. Rester focus, encourager, pousser à bout jusqu'à la victoire. Si la victoire ne vient pas, on prend le match nul. Si le match nul ne vient pas, on prend la défaite et on analyse en donnant des conseils, en faisant des suggestions et en pointant du doigt ce qui n'a pas marché pour que ça puisse être corrigé. Mais livrer des joueurs à la vindicte populaire, livrer le sélectionneur à la vindicte populaire, alors même qu'on n'a pas la légitimité de cette action, de cet acabit, je pense que non, on doit savoir raison garder, pousser au bout les joueurs à donner le meilleur d'eux-mêmes, à faire preuve de supplément d'âme pour qu'on puisse exulter, avoir des victoires. Maintenant, des joueurs qu'il faut renvoyer, je ne suis pas
de cette logique-là. Je m'inscris en faux pour ceux qui le disent parce que je ne suis pas d'abord sélectionneur. Mais je pense que si le sélectionneur fait appel à un joueur, c'est qu'il voit en ce joueur quelqu'un de capable d'apporter une plus-value. Maintenant, on verra à la fin, on pourra tirer les conclusions, mais en pleine calme, en pleine compétition, je pense qu'il faut laisser les acteurs travailler, continuer à se battre et après on tirera les conclusions. La défaite est mère du succès, vous l'avez dit véritablement, et chaque insuccès nous ravise et nous permet véritablement de nous remettre en cause et de savoir ce qu'il faut faire désormais pour engranger des points dans des grandes compétitions. Le premier tour de la compétition appartient désormais à l'histoire. Mon cher Moucharafou Soumanou, le Bénin s'est qualifié dans la douleur, si vous permettez que je m'exprime en ces termes, et j'espère que les amis du ballon rond me pardonneront aussi. Mais le Bénin retrouve un adversaire très coriace en huitième de finale de cette phase finale de Coupe d'Afrique des Nations de football. Les Pharaons d'Égypte, on se rappelle qu'en 2010, rappelez-vous, en Angola, le Bénin avait été battu dans les matchs de groupe par les Pharaons d'Égypte par le score de 2-0. Yohan Didonou était donc le gardien de but de cette formation béninoise. Comment voyez-vous cette équipe béninoise qui a fini, bon gré, mal gré, comme le dira l'autre, le premier tour de la compétition face aux Pharaons d'Égypte en huitième de finale? Alors, il faut dire que déjà, c'est un gros adversaire. L'Égypte, un très très gros adversaire dans la mesure où c'est le premier du groupe B. L'Égypte qui sort de 2 victoires en phase de groupe. Victoire obtenue 2-0. Et pour son deuxième match, victoire 1-0 face à l'Afrique du Sud avec notamment une pénalité de Mohamed Salah. Cette équipe, c'est vrai, elle a mal terminé son parcours en groupe puisqu'elle a fait 0 but partout contre l'Angola, mais elle cumule 7 points. Elle a réussi à marquer 4 buts, notamment 2 buts de leurs 2 superstars, Mohamed Salah et aussi Omar Mamouche qui évolue du côté de Manchester City. Maintenant, le Bénin affronte cette formation d'Égypte qui est la plus titrée du continent quand on parle de cette compétition. Oui. Ce sera un gros test, mais le Bénin est outsider. Il ne faut pas se voiler la face. Le Bénin n'est pas favori pour remporter ce match, encore que l'histoire ne joue pas en notre faveur, puisque vous le rappelez si bien, mon cher Modeste Aniouanou, en 2010, lors de la Coupe d'Afrique des Nations, le Bénin avait courbé les chines face à cette même formation d'Égypte. C'est vrai, ce ne sont pas les mêmes joueurs, ce ne sont pas les mêmes réalités. On était là dans une compétition à 16 équipes. Là, nous sommes dans une compétition à 24 équipes. Oui. Et donc, il y a quand même un coup à jouer. Maintenant, les joueurs doivent savoir que ce n'est plus les calculs chimiques, physiques et mathématiques qui nous amèneraient à être propulsés au prochain tour avec une place de meilleur troisième. Non, là, il y a 90 minutes. Il faut aller chercher une victoire, quoi qu'il arrive. On joue le tout pour le tout. Et peut-être les prolongations, les épreuves fatidiques de tir au but. Bon, ça nous a marché en 2019 face au Lion de l'Atlas. Pourquoi pas ne pas récidiver face encore à un adversaire maghrébin. Mais je pense que dans le match, dans le contenu, on peut proposer quelque chose. Il faut que les joueurs se disent que c'est une finale, c'est un match de 90 minutes. Ce n'est pas à laisser pour compte, ce n'est pas un choix par défaut. Il faut mouiller le maillot et ramener cette victoire. Autrement dit, les Béninois ne vont pas se déplacer avec un panier pour aller ramasser des buts. Vous le dites si bien. Non, pas du tout, pas du tout. Il faut rester optimiste, il faut rester confiant. Et il faut que le message du sélectionneur passe. Parce qu'on les a sentis un peu... On a pu voir ce fighting spirit lors du match contre la RDC, mais après ça a lâché. Ça a lâché. Vous voyez, même lors de la victoire contre le Botswana, il y avait bien mieux à faire qu'1-0, à mon humble avis, parce que quand vous jouez une compétition comme la CAN, ce n'est pas un championnat à 38 journées. Ce n'est pas, je vais dire, une ligue des champions où vous avez plusieurs matchs, non. C'est une compétition qui dure 3 semaines, au plus 1 mois. Et donc, il faut donner le tout pour le tout. C'est le plus endurant, le plus victorieux qui finit par l'emporter. Il ne faut pas se mettre dans des calculs. Les calculs sont terminés. On a eu la chance et aussi le mérite de passer au prochain tour grâce à cette place de meilleur troisième. Et donc, maintenant, il va falloir aller chercher mieux. Victoire pour pouvoir se hisser dans je vais dire, le final four. J'aurais pu vous poser la question dès le départ, puisque bon, j'ai écouté certains reporters sportifs sur la scène internationale à travers les autres médias internationaux, mais je me rends compte aujourd'hui véritablement que d'aucuns ont dit que l'équipe qui a joué la République démocratique du Congo est la meilleure équipe que Guinotro a nié dans cette phase finale de Coupe d'Afrique des Nations de football. Vous pensez véritablement que au niveau de ce premier tour de la compétition, cette équipe-là était la meilleure par rapport à la seconde dans laquelle on a retrouvé des joueurs qui ont assez d'expérience et par rapport donc au troisième match aussi qui s'est soldé sur une défaite autant pour moi inattendue, 3-0 au profit des Lions de la Teranga. Dans le contenu, je vais donner raison à ceux qu'ils disent parce que évidemment,
pour son entrée en scène, pour son baptême de feu, face à la RDC. La RDC qui est en route d'être un mondialiste, il ne faut pas se le cacher. C'est une grosse nation de football qui a joué les demi-finales de la RDC qui est montée en puissance. Oui, qui est montée en puissance, surtout avec l'arrivée du sélectionneur Sébastien Dussable. Donc, c'est une belle progression. Ils vont, sauf surprise, avoir ou décrocher leur place pour le mondial États-Unis, Canada, Mexique. Le contenu qu'a proposé cette première équipe du Bénin alignée pour son baptême de feu, juste là, pour moi, reste le contenu le plus séduisant. C'est vrai, on a perdu 1-0. 1-0 et sur des détails parce qu'on aurait mérité de bénéficier de 2 pénaltys. D'abord sur la main de Chancel Mbemba, après sur aussi une faute irrégulière sur Dodokou. Mais ça passe. Mais le contenu, les joueurs alignés, ils ont véritablement fait preuve de winner spirit, de fighting spirit, comme le dit la grinta, la niaque, la vista. On l'a vu puisque ce n'était pas les titulaires habituels. On était privé du capitaine Steve Mounier pour cumul de cartons. On était privé pour ce match face à la RDC au Léopard de notre gardien de but titulaire dorénavant, Marcel Dandinou. Donc, Satounia Alagbe était aligné. Également, Mohamed Tidjani, l'un de nos grands cadeaux en défense, était out pour cumul également de cartons jaunes. C'est pour dire que lorsqu'on a donné du temps aux jeunes qui s'impatientaient de prouver, de démontrer ce qu'ils ont fait, ils ont répondu présent. C'est vrai, au score, ça n'a pas transparu comme une victoire ou un match nul, mais c'est le moment peut-être de lancer aussi des jeunes qui ont soif, qui découvrent pour la première fois la Coupe d'Afrique des Nations et qui veulent prouver mieux que peut-être d'autres briscards qui sont là depuis longtemps et qui commencent à peut-être se voir trop beau sur leur fauteuil inconfortable. N'est-ce pas? Bon, donc vous partagez cette assertion, je suis d'accord avec vous, entièrement et totalement d'accord avec vous. La meilleure équipe que Guinotro a alliée donc dans ce premier tour de la compétition, c'était donc la première formation qui a joué face à la République démocratique du Congo, 1-0. Votre VAR n'a pas fonctionné. Est-ce que les dieux du stade étaient contre nous? C'est la grosse interrogation désormais où ça a été fait. Eh bien donc, pour permettre à la République démocratique du Congo de tirer son épingle du jeu face aux Béninois. L'histoire nous le dira, eh bien véritablement l'histoire va nous situer, eh bien forcément sur ce qui s'est passé dans cette explication pour que cette histoire baptisée VAR ne fonctionne pas et n'amène pas l'arbitre central à désigner le point de pénalty pour permettre aux Béninois de revenir donc au score. Égypte-Bénin, vous avez forcément eh bien un pronostic dans cette explication où ça va être compliqué pour vous. Un bon patriote, je dirais un match nul, un but partout, et victoire du Bénin au tir au but. Ah, un bon patriote. Comme ce fut le cas en 2019, vous avez arboré les couleurs nationales béninoises, le vert, jaune, rouge que vous défendez sur ce plateau. Je l'avais déjà dit, ce n'est pas parce que nous sommes journalistes que nous allons jeter cet esprit qui nous caractérise, c'est-à-dire nous sommes béninois, nous demeurerons béninois. Oui, ça c'est forcé, par conséquent, que les gens acceptent que nous ayons des penchants quelquefois pour les équipes nationales béninoises qui évoluent dans les grandes compétitions et pourquoi pas les clubs. En dehors donc de cette explication qui va opposer le Bénin et l'Égypte, il y a d'autres explications. Le pays organisateur a été donc gratifié de ce 8e de finale, si vous permettez que je m'exprime en ces termes, puisque c'est la Tanzanie et qui joue désormais donc cette équipe du royaume chérifien. Les Marocains partent largement avec les faveurs de pronostic sur les papiers. Vous le confirmez? Ah oui. En toute honnêteté, d'abord ils sont à domicile et puis ils ont une superbe équipe, c'est Lions de l'Atlas. On a pu le voir lors du match d'ouverture face aux Comores où ils avaient gagné 2-0 sur des buts de leurs 2 hommes en feu. Il s'agit bien évidemment de Brahim Diaz, le joueur du Real Madrid, et aussi de Ayoub El Kabi, le joueur de l'Olympiakos de Pirée, qui dorénavant est surnommé Monsieur Reprise de volée. Oui. Il a compte déjà 2 dans cette compétition. Après, les Lions de l'Atlas, ça a un peu coincé avec le Mali qui les a accrochés lors de leur match, un but partout. Et mais finalement, ils ont explosé lors du troisième match. Exactement. Ils sont revenus à la charge et ils ont bousillé le 3e adversaire, 3-0, encore avec un doublé de Ayoub El Kabi et un but à nouveau de Brahim Diaz. C'est-à-dire que offensivement, c'est une équipe qui tient bien et c'est une équipe défensivement qui est solide après avoir à nouveau retrouvé son joueur favori, le ballon d'or de cette année 2025, Achraf Hakimi, qui est entré en cours de jeu lors d'un de ses matchs de groupe. C'est donc à tout va que le Maroc part avec les faveurs des pronostics face à une Tanzanie qui joue très bien quand même, une équipe de Taifa Stars qui nous a habitués à avoir des qualités physiques impressionnantes, des qualités athlétiques au-dessus de la moyenne, puisque c'est des joueurs qui sont pour la plupart constitués des players du championnat.
Young Africans, Simba, Singida Black Stars. Donc le statut même de cette équipe de la Tanzanie repose sur des joueurs locaux et donc facilement ils se retrouvent, ils n'ont pas besoin de... Ils ont eu une très bonne grande préparation puisque c'est des joueurs évoluant dans le championnat local. Ils ont pu se préparer bien, ils se retrouvent là, ça sera un gros match physique. S'ils réussissent à tenir physiquement et athlétiquement, ils peuvent faire douter cette équipe du Maroc qui, elle, est très disciplinée tactiquement et a des individualités qui peuvent faire la différence. On assistera quand même à un très beau match. Oui, un très beau match. Forcément, là, le duel ouest-africain entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, une Côte d'Ivoire qui ne m'a pas trop rassuré et quand ils ont été menés par le Gabon 2-0 avant de remonter tout ça. Si les Ivoiriens commettent la même erreur face donc aux étalons du Burkina Faso, eh bien, c'est une équipe ivoirienne qui risque de sortir de la compétition parce que là, il faut véritablement attaquer dès le premier coup de sifflet de l'arbitre de cette rencontre pour espérer faire un résultat face donc aux étalons du Burkina Faso. Ah oui, les étalons qui n'ont pas été ridicules dans cette Coupe d'Afrique des Nations parce qu'ils ont totalisé 6 points. C'est vrai, ils se sont fait un tout petit peu battre par l'Algérie, mais après ils sont revenus, ils ont battu la Guinée équatoriale et aussi ils ont battu l'équipe du Soudan pour se propulser à la tête de ce groupe E en étant deuxième. Maintenant, devant une Côte d'Ivoire championne d'Afrique, on a pu voir les conditions dans lesquelles elle a terminé avec son sac. Il paraît que le gris-gris béninois a pris par là, ce qui a permis aux éléphants de Côte d'Ivoire de remporter la dernière Coupe d'Afrique des Nations de football. L'Afrique a ses réalités que vous n'allez pas refuser sur ce plateau, mon cher Soumanou. On espère que ça va leur porter chance, mais je crois que cette équipe de Côte d'Ivoire, je la vois mieux nourrie, je la vois mieux dans le contenu qu'il y a 2 ans du côté de leur terre hospitalière. Et donc, face à l'Algérie, face au Burkina Faso, ça sera un gros match, un très gros match, encore que les 2 équipes regorgent des individualités qui peuvent faire la différence. Ah oui, qui peuvent faire la différence à tout moment. On connaît, côté ivoirien, les percées fulgurantes de Amad Diallo, le joueur de Manchester United, également Yann Diomandé et des joueurs comme Franck Kessié qui, on a l'impression que le physique serait un poids, que le poids de l'âge serait quelque chose, mais non, c'est toujours vivace, c'est toujours fort, Seko Fofana. Et de l'autre côté, chez les étalons, qui sortent aussi, je le disais, de 2 victoires sur 3, 6 points engrangés, avec des joueurs en confiance qui montent en puissance après avoir été longtemps décriés. On parle du capitaine Issoufou Dayo, de Edmond Tapsoba, de Bertrand Traoré et aussi de Minungu, le joueur des Seattle Sounders qui est un peu amputé d'un œil, mais qui... Ah oui, qui voit véritablement sur le grand rectangle. qui a en tout cas de très belles choses. Il est déjà à un but. Et on n'oublie pas Aziz Ki, la révélation des dernières années dans les championnats africains qui évolue dorénavant du côté de Wydad Athletic Club de Casablanca. Donc ce sera un très gros match. Un très gros match, puisque là, mon cœur bat véritablement pour les éléphants de Côte d'Ivoire. J'ai souvent dit que c'est ma deuxième patrie, parce que quand l'Abidjanaise, autant pour moi, résonne, c'est j'allais dire l'hymne national, et bien donc de la Côte d'Ivoire, ça séduit véritablement. C'est vrai qu'on n'a plus des joueurs comme Ablaye Traoré, Ben Madi, on n'a plus Gadi Seli, Saint-Joseph, on n'a plus Loué, Boyer, Ruffin, on n'a plus Alain Guaméné sur les 7,32 m, mais ces éléphants restent véritablement des éléphants, comme on le dit vulgairement. Eh bien, un lion mort reste un lion qu'il faut craindre. L'autre match qui va retenir forcément les attentions également, c'est cette explication entre les Super Eagles du Nigeria. Vous avez donc l'adversaire sous vos yeux là, les Super Eagles du Nigeria, qui eux aussi sont montés en puissance dans ce premier tour de la compétition et qui forcément risquent de se retrouver en quart de finale. Ah oui, déjà, il faut le dire, hein, le Nigeria est pratiquement l'une des seules équipes à avoir fait un 3 sur 3 parce que le Nigeria a battu la Tanzanie, le Nigeria a battu la Tunisie et le Nigeria a battu également l'Ouganda. Donc, ils sont sur un sans faute. On espère que ça ne va pas être l'histoire de 2022 au Cameroun où le Nigeria avait survolé aussi son groupe. Le premier tour, oui, 9 sur 9. Et il s'est fait éliminer par la Tunisie à la toute surprise générale de tous. Mais là, le Nigeria est en confiance avec des joueurs comme Ademola Lookman qui, à lui seul, totalise déjà 2 buts et 3 passes décisives en 3 matchs. C'est tellement exceptionnel. On n'oublie pas Victor Osimhen, la sentinelle devant dans cette équipe des Super Eagles. Donc le Nigeria pas favori face à un Mozambique qui, un peu comme le Bénin, s'est aussi qualifié en étant meilleur 3e, qui n'a pas montré grande chose, qui a aligné 2 défaites, a gagné un match et donc va devoir se frotter au vice-champion d'Afrique et un Nigeria surtout blessé qui a été éliminé de la course mondiale et va tout miser sur cette Coupe d'Afrique des Nations pour regagner le cœur de ses fans.
Madame, Monsieur, le temps qui nous est imparti pour cette émission est complètement et totalement terminé. Terminus, tout le monde descend. Eh bien, comme a pris l'habitude de dire notre aîné confrère René Bewa, à qui je dis un petit bonsoir au passage. Un petit bonsoir au passage également, eh bien, à notre ami Mathias Kambou, consultant sur mes émissions sportives de GOB Télévision. Quant à vous, eh bien, donc, Moucharaf Soumanou, un petit mot pour dire au revoir aux amis de Madame Actu. Alors, merci, mon cher doyen Modeste Aniwanou. C'est un plaisir. Déjà, merci pour l'invitation. À nos amis internautes de Madame Actu, je vous invite tout simplement à rester câblés et à suivre le meilleur de l'information, que ce soit sportive et sur tous les autres plans, ici sur cette chaîne. Et on se donne rendez-vous à très vite. Mais en attendant, allez les guépards et bonne chance pour la victoire face au Pharaon d'Égypte. Madame, Monsieur, c'est à regret que nous sommes obligés de prendre congé de vous. On dit un petit coucou à nos amis de l'ombre qui nous ont permis eh bien, d'aller au bout de cette émission. Quant à mon ami, eh bien, donc, Moucharaf Soumanou, eh bien, je souhaite véritablement que nous nous retrouvions très prochainement pour décortiquer donc, cette explication entre le Bénin et les pharaons d'Égypte et pourquoi pas donc faire donc, le bilan de ce second tour de la compétition, c'est-à-dire des huitièmes de finale. Merci pour avoir été des nôtres et on prend rendez-vous pour très très prochainement. Merci. Mon doyen Modeste Aniwanou. Merci beaucoup. C'est un plaisir.